Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. Oui, je te dis tout en deux fois aujourd'hui. Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver sur School TV, le MAC, vous savez, 30 minutes d'infos sur la scolarité de vos enfants en France, mais pas seulement. Aujourd'hui, vous le savez, on fait nos valises et on fait un petit tour d'Europe. C'est parti pour le sommaire. Le manque de professeurs et décidément sur toutes les lèvres en cette rentrée. Cette pénurie concerne la France, mais aussi bon nombre de pays voisins européen, état des lieux dans un instant. Avec Irina Capron, l'argent, le salaire, on sait, c'est pas un secret, c'est le nerf de la guerre, mais même les pays qui payent mieux que la France sont aussi confrontés à des problèmes récurrents de recrutement. Seule la Finlande semble s'en sortir. Pour quelles raisons? La réponse dans un instant. Et puis face à cette pénurie, comment faire? Quel impact sur nos élèves? Comment assurer la continuité pédagogique à l'heure où les inégalités, vous le savez, sont croissantes? C'est en tout cas le cas en France. On en parle avec Marie de Buissert. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. On s'est déjà vu la saison dernière. Tout à fait. Toujours professeur de maths? Toujours professeur de maths. Toujours dans les Yvelines? Toujours dans les Yvelines. C'est magnifique. Matteo Ghisalberti, bonjour. Ciao. Bonjour. Ciao. Journaliste italien. Entre la France et l'Italie, on l'aura compris, et Martine Lange. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aussi, Martine. Professeur de français en Suède. C'est parti pour la loupe avec Irina. Salut Irina. Bonjour Patrice, bonjour à tous. On parle en français, tout va bien. Il n'y a pas que la France, effectivement, qui doit faire face à ce gros problème, qui doit faire face à cette pénurie. Effectivement, alors si cette année, plus de 4000 postes sont restés non pourvus au concours des enseignants en France, la quasi-totalité des pays européens sont concernés par cette crise. Selon un rapport sénatorial de la Commission des finances publié en juin dernier, il manquait déjà 15 000 enseignants en Allemagne à la rentrée en 2019 et ce nombre pourrait atteindre les 26 000 d'ici à 2025. La Suède aurait besoin de 77 000 professeurs d'ici à 2023 et l'Italie n'est pas non plus épargnée. 150 000 postes vont être occupés par des remplaçants au statut précaire. Et à chaque fois, c'est le salaire qui pose problème? Alors en France, les salaires sont jugés insuffisants. Dans les années 80, un professeur gagnait 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,1 pour un bac plus 5. Les salaires des enseignants français en début de carrière sont inférieurs de 7% à la moyenne des pays de la zone euro avec 29 400 € bruts annuels. Mais il ne s'agit pas uniquement de problèmes de rémunération. L'Allemagne, par exemple, craint une pénurie alors que le salaire annuel effectif moyen est environ 2 fois plus élevé que celui des autres pays de l'euro. Les jeunes professeurs allemands gagnent en moyenne 62 300 € bruts annuels. Alors quelles sont les autres raisons justement de cette grande démission, si je puis dire? Alors c'est surtout une baisse d'attractivité de ce métier. Dans la plupart des pays, le corps enseignant est vieillissant et il peine à recruter des jeunes pour le remplacer. Le nombre de démissions a augmenté et il y a également une dégradation des conditions de travail. Par exemple, en Allemagne, les professeurs ont perdu leur statut de fonctionnaire et donc de la sécurité de l'emploi. Et en parallèle, ils ont eu davantage de tâches administratives qui alourdissent leurs charges quotidiennes. Même chose en Hongrie. Le temps de travail des professeurs n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Et selon une étude publiée en 2018, seuls 30% des enseignants de la zone euro se sentent considérés à leur juste valeur par la société. Ce chiffre est tombé à 5% en France. Et le Covid a joué le rôle d'accélérateur? Alors ça a aggravé la situation. Le corps enseignant a subi de nombreuses critiques alors qu'ils essayaient de gérer l'enseignement à distance et les différents protocoles sanitaires. Donc forcément, cela en a découragé plusieurs. Le point commun entre tous ces pays confrontés à la pénurie d'enseignants, eh bien, c'est la pression du système ressentie par ces professeurs. Il y a un manque de perspective sur le long terme. Depuis la crise, de nombreux professeurs souhaitent se former, faire évoluer leur carrière, voire même changer d'emploi. Merci Irina. Expression orale. L'expression orale avec Matteo Ghisalberti, avec Martine Lange depuis la Suède, avec Marie de Buissert qui est professeure de mathématiques dans les Yvelines. Ce n'est plus le plus beau métier du monde? Pour moi, ça reste le plus beau métier du monde. Simplement, il faudrait qu'on arrive à retrouver du sens dans ce qu'on fait, parce qu'on est en train de le perdre, je pense. Martine Lange, en Suède, être prof, ce n'est plus le plus beau métier du monde? Bien sûr, c'est le plus beau métier du monde, mais évidemment, l'attraction n'est pas comme quand j'étais plus jeune, par exemple. Mais actuellement, je trouve quand même, quand je parle avec les gens, il y a plus de respect. Le salaire a été augmenté pas mal. Et en général, je crois qu'avant, quand j'étais dans un dîner ou une fête, on demandait ce que je faisais. J'avais presque honte de dire que j'étais prof. Maintenant, c'est le contraire. Je pense que je le dis avec fierté. Et
je pense que je suis aussi accueilli avec respect. Et étant donné qu'on est plus conscient de ce que ça représente d'être professeur. Il y a des soucis également en Italie. Matteo Ghisalberti, être prof, ce n'est plus le plus beau métier du monde. En Italie, les profs ont toujours eu une vie plutôt compliquée, dans le sens que depuis des années, pour devenir titulaire, par exemple, ils devaient passer plusieurs étapes et patienter parfois des années pour avoir un emploi stable. Souvent, ils étaient amenés à faire des remplacements un peu partout dans le pays pendant des années. Malgré cela, il y a eu toujours, dans la plupart des professeurs, un attachement à ce métier et une vraie passion pour la transmission des savoirs. Mais c'est vrai que après le Covid, en Italie aussi, on a de graves lacunes, mais qui sont liées essentiellement à des problèmes de recrutement. Marie de Buissert, cette rentrée en France, elle se passe comment? Alors la rentrée, ça va dépendre des endroits, ça va dépendre des matières, ça va dépendre des niveaux. Dans le premier degré, par exemple, il manque beaucoup d'enseignants. Dans les collèges, dans les lycées, il va beaucoup manquer les enseignants, par exemple, en mathématiques ou en langue, plus que dans d'autres matières. C'est un métier qui a du mal à recruter. On l'a dit, c'est qui n'attire plus les jeunes. Et sans doute, comme disait Irina tout à l'heure, le fait d'être passé de Bac plus 3, puis Bac plus 4, puis Bac plus 5 pour être recruté, fait que finalement, les personnes qui pourraient s'orienter vers l'enseignement se disent, et si je faisais autre chose? On a aussi des jeunes stagiaires ou des vacataires qui arrivent et qui, dès les premiers jours, se disent, mais en fait, non, je n'imaginais pas du tout le métier comme ça. C'est pas fait pour moi. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de fatigue en fin de journée. On est obligé d'être à 100% tout le temps. Et c'est pas comme ça qu'on imagine le métier d'enseignant quand on n'est pas dedans. Dans la douleur. Alors peut-être pas dans la douleur, mais en tout cas, au niveau de la formation, il faudrait peut-être aider davantage de ce point de vue-là et lâcher sur d'autres choses. Martine Lange, en Suède, il y a en ce moment, en cette rentrée, un professeur devant chaque classe. Et ça dépend des régions un peu. Et il y a aussi des matières. Je suis toujours en écho, là, mais j'essaie de parler. Évidemment, dans le nord, il y a des villages où les élèves ne peuvent plus aller dans les écoles du village. Il faut les envoyer dans des endroits plus lointains. Et ça, évidemment, crée des problèmes de transport. Mais je crois qu'on essaie quand même d'avoir un prof ou un enseignant dans chaque classe, oui. Matteo Ghisalberti en Italie, l'Italie qui n'est pas épargnée, on le disait. Irina disait que 150 000 postes vont être occupés par des remplaçants au statut précaire. 150 000 postes? C'est probable, comme je disais tout à l'heure, on a un problème chronique depuis des années qui empêche une sélection, bien faite du personnel enseignant. Et donc, plusieurs personnes sont dans un statut presque pérennisé de remplaçants. Et là, en particulier, selon les dernières estimations de certains syndicats, comme le syndicat UIL, il y a cette année un problème, un manque de 200 000 enseignants parce que déjà le recrutement a été informatisé, mais ça n'a pas marché comme il fallait. Et puis, il y a eu aussi un problème de cafouillage, disons, de la mise en place de ce système. Et est-ce que l'Italie va opter, comme ce qu'a fait en France, effectivement, avec le job dating ou ce recours au contractuel avec une formation accélérée en 4 jours? Je ne pense pas, parce qu'on a quand même des exigences bien précises et, disons, le poids du titre académique qui est porté par les enseignants est très important en Italie. Ceci dit, on pourrait faire recours à des techniciens, comme on les appelle, les techniciens, par exemple, dans les laboratoires, etc., qui peuvent être effectivement de jeunes diplômés ou des gens avec moins d'expérience ou d'expérience dans d'autres domaines qui sont un peu des contractuels. Marie de Buissert, ce job dating, effectivement, c'est pas la première année qu'on opère ça en France. C'est une solution d'urgence ou au final, c'est une insulte pour les professeurs? Alors une solution d'urgence, ça sans aucun doute.
À partir du moment où on dit il va y avoir un enseignant devant chaque élève, il faut trouver des solutions. Moi, personnellement, je me dis aussi, c'est embêtant de dire on va mettre un enseignant devant chaque élève. Alors qu'en réalité, ce qui est fait, c'est qu'on met un adulte devant chaque élève. Oui. C'est pas forcément quelqu'un qui est enseignant, soit il n'a pas la formation, soit il a une certaine formation dans la matière, mais pas du tout pédagogique. Et puis, au-delà de ça, j'apprends la semaine dernière dans Le Monde, par exemple, que certains vacataires sont payés plus que nos néo-titulaires, qui sont Bac plus 5, rappelons-le, depuis cette année. C'est un petit peu, effectivement, pris, à mon avis, comme une insulte de la part des personnes qui sont titulaires. Et regardons juste pour ma matière que je connais un petit peu. Si j'ai un Bac plus 5 en mathématiques, je peux, par exemple, devenir actuaire. Un actuaire qui démarre dans le métier gagne 3 500 € bruts par an, qui démarre, son premier jour. C'est pas ce que gagne un enseignant en fin de carrière. Donc forcément, le métier n'est plus attractif, c'est une évidence. Matteo Ghisalberti, vous qui connaissez les deux pays, l'Italie et la France, vous voyez des similitudes ? Sans doute un parcours de formation qui peut-être est trop long, comme disait l'enseignante en plateau, qui a été rallongé un peu artificiellement au fil du temps. Et qui perd peut-être de vue le fait qu'entre les enseignants et les élèves doit s'instaurer un rapport déjà très important, et cela permet aussi d'éviter aussi des problèmes plutôt liés à la sécurité et des profs et des élèves, ou des dérapages à l'intérieur des classes, parce que quand il y a un rapport de respect entre le professeur et l'élève, les choses en général se passent mieux, et ça je trouve que c'est quelque chose qui se passe dans les deux pays. Au niveau de recrutement, je pense qu'effectivement l'Italie devrait simplifier les choses, mais c'est pas toujours simple, parce que dans les deux pays, on a la tendance à construire des usines à gaz. Martine Lange, depuis la Suède, quel est votre regard ? Comment vous expliquez, vous, ce mal européen, Martine ? Là, j'ai pas compris, j'entends mal. Martine Lange, depuis la Suède, quel est votre regard justement sur ce mal profond ? On parlait de la France, mais on voit que c'est aussi le cas en Italie et aussi en Suède. Comment vous expliquez ces difficultés européennes pour recruter ? Je pense que c'est peut-être l'attraction de la profession, en fait. Peut-être que l'école aussi est toujours un peu en retard vis-à-vis de l'évolution technique. Je pense que quand je compare, par exemple, ce que je connais de l'Italie, je trouve que l'enseignement en Italie est très traditionnel. Et il y a beaucoup de devoirs, par exemple. Je vois en été les pauvres élèves italiens qui portent des sacs à dos pleins de livres pour faire des devoirs pendant les vacances. Ça, on n'a pas ici. Et je crois qu'en Suède, il y a quand même une idée un peu plus radicale sur la pédagogie. Et je crois que ça, c'est le seul moyen, c'est de vraiment donner aux profs, aux enseignants la liberté d'être créatifs, d'être acteurs, et de reprendre le pouvoir sur la situation pédagogique et didactique. Moi, je vais au travail tous les matins avec grande joie. Et j'ai beaucoup de liberté, je dois dire quand même. Si je compare avec mes collègues italiens, j'ai plus de liberté. Je peux créer mon enseignement selon mais évidemment, je dois suivre les règles, les critères, etc. Il faut que je sois titulaire, etc., bien sûr. Mais avec l'âge aussi, on a beaucoup plus d'indépendance. Et je crois qu'il faut absolument dire que cette profession est une profession d'artiste. Et si on est considéré comme artiste, je pense que ça va donner beaucoup plus d'attraction à la profession. Parce qu'on est des artistes, on est devant, c'est un petit théâtre qui se crée tous les jours. Ouais. Avec notre public, nos élèves, c'est le public. Et quand il y a un échange d'idées, et là, c'est vraiment le plus beau métier du monde. On a quand même ce sentiment de panique en cette rentrée, même si encore une fois l'éducation nationale nous dit que ça va être compliqué, mais tout va aller pour le mieux, qu'on va s'en sortir. Vous, quelle est votre analyse de la situation ? Parce qu'on a parlé de cette rentrée, mais on a quand même le sentiment que bon nombre de contractuels sont en ce moment en train de prendre conscience de la réalité et de jeter l'éponge. Exactement. Et c'est vrai à la fois pour les contractuels qui ne connaissaient pas le métier, qui ont été recrutés là en 4 jours,
On dit qu'on va les accompagner. Bien sûr, les équipes sur place accompagnent au mieux les nouveaux collègues, qu'ils soient contractuels, vacataires, titulaires, néo-titulaires, qu'importe. Un collègue est un collègue et il est accompagné. Mais le métier ne s'apprend pas en 4 jours. C'est un métier qui s'apprend sur le long terme. Donc l'année de formation, l'année de stage est importante. Et puis ensuite, tout au long de la vie d'enseignant, on apprend toujours du quotidien, de nos élèves, des situations. Et néanmoins, il y a de plus en plus d'enseignants qui démissionnent et qui, eux aussi, jettent l'éponge. Parfois même des gens qui sont là depuis longtemps. Marie, ce que je trouve très inquiétant, effectivement, dans l'étude dont tu as parlé, Irina, c'est qu'on parle bien évidemment du salaire, de cette reconnaissance, c'est fondamental, c'est important, mais on se rend compte que dans certains pays, alors je ne sais pas comment ils sont payés en Suède, on va demander dans un instant à Martine Lange, mais dans des pays comme l'Allemagne, les profs sont allés 2,5 fois plus payés que les profs en France, il y a quand même ces problèmes récurrents de recrutement, comme quoi il n'y a pas qu'une question de salaire. Il n'y a clairement pas qu'une question de salaire, ça c'est absolument certain. Il y a la difficulté du métier qui augmente, on a de plus en plus d'élèves dans les classes, on a des programmes qui sont de plus en plus lourds, qu'il faut faire en moins d'heures. Comme disait Martine tout à l'heure, si on a moins d'heures pour faire un programme de plus en plus lourd, on est restreint, on va moins pouvoir innover, imaginer des choses. En lycée, en première et en terminale, il n'y a plus de classe pour les spécialités. Donc par exemple, moi qui suis enseignante de mathématiques, j'avais pour habitude de travailler avec mon collègue de physique, mon collègue d'économie, etc. Et ça, là, ça n'est plus possible puisque dans un groupe de première, par exemple de spécialité en première, je vais avoir 4 ou 5 élèves qui ont un certain collègue en physique, d'autres qui n'ont pas pris physique, qui ont pris économie, d'autres qui font de la SVT, d'autres qui font peut-être de l'anglais ou de l'histoire. Et donc, il n'est pas possible de faire un travail interdisciplinaire avec ce groupe-là. Et les élèves ne se connaissent pas forcément bien et se retrouvent juste pendant le groupe de spécialité. Marie, est-ce que la passion suffit encore aujourd'hui ? C'est pas tous les jours évident. Alors, je peux parler évidemment qu'en ce qui me concerne. Moi, mon moteur, c'est quand j'arrive en classe et que le cours commence. Comme disait Martine, il y a une idée de partage au travers d'être acteur d'une certaine façon. Et il y a cet échange très très important entre l'enseignant, l'élève, l'enseignant. Et ça, moi, ça me fait avancer. S'il n'y avait plus ça, je pense que j'arrêterais d'enseigner. Martine Lange, depuis la Suède, je le disais, effectivement, en Allemagne, ils sont bien mieux payés qu'en France. Je ne sais pas encore une fois quels sont les niveaux de salaire en Suède, mais c'est 2,5 fois plus en Allemagne qu'en France, hein, entre 2 774 et 4 246 euros mensuels. Et pourtant, on se rend compte qu'en Allemagne, là-bas aussi, il y a cette pénurie de professeurs. Comment vous l'expliquez ? Et justement, par rapport à la Suède, vous posez où ? Bien sûr, je crois que, évidemment, il y a le problème dans certaines écoles où il y a peu de discipline, où on doit plutôt maintenir l'ordre et le calme que d'enseigner, et ça fait beaucoup peur, n'est-ce pas? Et c'est une grande discussion ici, naturellement, sur comment maintenir l'intérêt, la discipline, et aussi, évidemment, il ne faut pas le cacher, il y a dans certaines écoles en Suède, il y a une minorité de suédoparlants. C'est-à-dire que la majorité des élèves a une autre langue à la maison. Et donc, ils ne peuvent pas avoir de l'aide de la part des parents pour, par exemple, faire les devoirs. Et ça, naturellement, être professeur, enseignant dans une classe où il y a 90% de jeunes gens ayant une langue différente que celle suédoise. Et ça, il faut évidemment travailler beaucoup plus sur ça. L'intégration est un problème et nous rendons compte que les résultats dans PISA, par exemple, prouvent que les jeunes gens ayant une origine étrangère ont beaucoup plus de problèmes d'apprendre. Et ça crée une inégalité en Suède qui est terrifiante. Et évidemment, cette discussion a poussé aussi maintenant l'extrême droite d'avoir presque 20% des votes dans ces dernières élections. Ces thématiques justement, elles sont revenues tout le temps sur l'intégration. Ces thématiques, justement, à commencer par l'école, elles ont été au premier chef des discussions qui ont eu lieu pendant ces élections en Suède. Comme là, j'ai pas... Je vais refaire, pardon. Justement, vous me parlez de ces élections.
justement, vous me parlez de ces élections, Martine, l'école, l'éducation, ça a été une des thématiques fortes de ces élections? Bien sûr, mais beaucoup moins qu'on le souhaite. Évidemment qu'ici, la discussion a été surtout sur la crise de l'électricité, la crise d'énergie et surtout sur ce que nous voyons dans nos quartiers moins cessés, c'est le niveau criminel, enfin comment on appelle ça, les bandes qui se tuent. On a un pourcentage de jeunes gens qui se tuent dans les bagarres entre les gangs, n'est-ce pas? Et ça a été un des focus pendant les débats des élections. L'école a pris beaucoup moins de place, malheureusement. L'information en plus, tout de suite, avec Irina. Irina, pour cette information en plus, on va s'intéresser à la Finlande et à l'Irlande qui visiblement échappe à cette pénurie de professeurs. Effectivement, en Finlande et en Irlande, les salaires sont corrects, un peu plus élevés qu'en France. Les enseignants sont surtout respectés, ils sont considérés comme des innovateurs. Mais surtout, le métier reste stimulant car il y a des formations tout au long de leur carrière et une valorisation des initiatives. C'est-à-dire qu'ils ont un accès à la recherche en éducation, ils peuvent se former, mener des projets d'établissement. Dans ces deux pays, en réalité, le rôle d'enseignant est plus proche de celui de chercheur. Et en Grande-Bretagne, une ancienne journaliste a lancé en 2016 Now Teach. C'est une organisation qui aide les professionnels à se reconvertir dans l'enseignement. Pendant la formation qui dure 2 ans, les professionnels seront soutenus par des experts pour les accompagner. La formation dure 2 ans, hein. Pas 4 jours. jours. Exactement. Hein, pas 4 ans, 4 jours. Hein. Marie de Bussière. Vous souhaitiez réagir à ce qu'a dit Martine Lange? Oui, je souhaitais réagir de façon générale à beaucoup de petites choses. Dans les cours, qu'est-ce qui va faire qu'un enseignant va démarrer et puis va finalement laisser tomber ou bien va se lasser au fur et à mesure? Quand on regarde, on a de plus en plus de tâches à accomplir. Il va falloir qu'on fasse davantage d'orientation. Il faut qu'on s'occupe du grand oral. Il faut qu'on s'occupe de l'enseignement numérique. Et le numérique devient primordial. Mais un exemple tout simple qui fait que les collègues fatiguent. En lycée, par exemple, dans l'Île-de-France, on fournit un ordinateur aux lycéens. C'est extraordinaire. Ils peuvent avoir leur manuel dessus, etc. Dans les salles, il n'y a pas de quoi les brancher. Et donc, l'élève arrive le matin avec sa batterie qui est pleine, mais ça ne tient évidemment pas toute la journée. Et ils ne peuvent pas les recharger. Voilà le genre de choses très simples. Pendant le Covid, j'étais dans un lycée dans lequel les lycéens avaient des ordinateurs, mais dans lequel les fenêtres n'ouvraient pas. Voilà. Et ça, c'est le quotidien des enseignants qui, évidemment, fatigue. Donc, il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi la reconnaissance des institutions, les conditions de travail qui sont parfois mauvaises. Martine Lange, est-ce qu'il faut s'inspirer aujourd'hui du système finlandais ou même irlandais? Bien sûr. La Finlande est... Nos voisins, nos amis, et la Finlande a toujours été donné le bon exemple, surtout sur le statut d'enseignant. Mais je crois que quelquefois, ils ont eux aussi les problèmes. Hein. J'entends que la Finlande, c'est pas le paradis tout à fait, et aussi le travail est très dur. Il y a beaucoup de choses, comme dit Marie, qu'il faut faire en outre de ce que nous aimons faire, c'est-à-dire enseigner, et surtout avec l'intégration aussi non seulement c'est l'intégration au point de vue de langue, mais aussi d'intégrer tous ceux qui ont des comment on appelle ça, des problèmes d'apprentissage, comment on appelle ça, les spécialisés, comment on appelle ça, qui ont les des élèves à besoins particuliers. un nombre énorme de jeunes gens qui ont maintenant des diagnoses, et le professeur doit s'adapter à ça. Par exemple, pour donner des examens, il faut avoir des temps allongés pour certains élèves, etc. Enfin, c'est ça je crois que c'est pareil en Finlande. Marie de Bussière, l'idée que effectivement le professeur doit se former mois après mois, et cela en continu. Sur le papier, j'imagine que c'est top, mais en France, on peut vraiment l'imaginer? Alors, il y a une formation des enseignants. Il y a des formations qui sont proposées aux enseignants. Après, il y a divers problèmes. Par exemple, les formations sont sur le temps scolaire. Un professeur des écoles qui a besoin de se former
part en formation. Heureusement qu'il peut se former, c'est essentiel de se former tout au long de notre vie d'enseignant, mais pendant ce temps-là, doit laisser sa classe. S'il laisse sa classe à un remplaçant, pour peu qu'il y ait encore un remplaçant disponible, ce qui n'est pas trop le cas. Ce n'est pas trop le cas en ce moment. Hein. Ouais. Voilà, soit il y a un remplaçant qui est disponible, soit les élèves sont redistribués dans les autres classes. Et donc forcément, pendant ce temps-là, c'est compliqué pour tous les élèves de cette classe-là, des autres classes. L'enseignant culpabilise, il va renoncer à se former, et on est un peu dans un cercle vicieux. Irina ? Oui, justement, il y a un sentiment de culpabilité aussi pour les professeurs qui ne peuvent pas assurer une classe entière. Voilà. Et en terminale, ou en première, par exemple, on a ce problème-là aussi. On va avoir des réunions, on va avoir des formations. C'est important, mais ce sont des heures qu'on ne peut pas rattraper, car comme je le disais tout à l'heure, les élèves viennent de plusieurs classes à la fois, et donc il n'y a pas d'autres créneaux disponibles pour rattraper les heures. Et voilà, donc c'est très culpabilisant quand on est enseignant et qu'on veut faire correctement son métier. Martine Lange, est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont peut-être amenées à changer dans les prochains mois sur ces thématiques en Suède? Quelles mesures d'urgence? Je crois que maintenant, avec les élections, peut-être qu'on aura plus de temps de se concentrer sur ce qu'est l'école. Et évidemment, le problème de la pénurie, c'est pour l'avenir surtout, étant donné qu'un grand pourcentage de personnes comme moi-même d'ailleurs, qui vont à la retraite, et nous devrons être remplacés par des jeunes gens. Et il faudrait 150 000 professeurs avant 2035 pour assurer justement un enseignement efficace. C'est-à-dire qu'il faut avoir plus ou moins 800 profs chaque année qui doivent entrer dans la profession, et il faut absolument travailler sur la formation des professeurs. Et c'est ça qui est encore un grand problème en Suède, c'est que les jeunes gens ne veulent pas aller à l'université pour se former, pour devenir professeur. Merci beaucoup Martine, merci encore pour vos témoignages, on adore vous accueillir effectivement sur ce plateau du MAG. Martine Lange, professeure de français en Suède. Un dernier mot peut-être, Marie, pour aller une petite note positive, ça c'est possible ou pas en cette rentrée? Alors, c'est toujours positif d'avoir... Vous qui venez de croiser l'un de vos anciens, je vous dis tout, c'était pas prévu, Marie qui vient de croiser totalement par hasard sur notre plateau l'un de ses anciens élèves. Exactement. Comme quoi, on est encore reconnu par nos élèves. Et vous l'avez marqué. Je crois qu'un enseignant marque toujours ses élèves, et il faut aussi que les élèves se rendent compte que les élèves marquent aussi toujours leurs enseignants. C'est un métier qui est profondément humain. Et il faut garder de l'humain dans ce métier. C'est la base de tout. Et ça, il ne faut pas qu'on le lâche. J'ai souffert en maths, mais c'est vrai que je garde un excellent souvenir de tous mes professeurs. D'ailleurs, effectivement, merci à vous, Marie Debusser, qui est professeure de mathématiques dans les Yvelines. Un grand merci à Martine Lange et à Matteo Ghiselberti, qui nous a quittés un petit peu plus tôt, journaliste franco-italien. Un grand merci à vous, ma chère Irina. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur School TV.